tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Sur le plateau ce soir, Christophe Pérez, vice-président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, la grève générale a repris ses droits sur le 101e département aujourd'hui. Une grève générale avec des revendications qui tournent pour la plupart autour de l'égalité sociale. Ce sont des choses qu'au MEDEF, vous entendez parfaitement, mais vous demandez également qu'en retour, un effort soit consenti à l'égard des entreprises locales. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors ça y est, la ministre a posé ses pieds ici à Mayotte. La population était en attente de cette visite et pour cause, des attentes sont nombreuses. On verra cela tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 9 novembre. La grève générale a repris ce matin. Plus de 1000 personnes se sont retrouvées place de la République avant d'emprunter la barge pour marcher jusqu'à l'aéroport. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, était donc attendue de pied ferme avant sa rencontre demain avec l'intersyndicale. Les explications dans votre journal. Ce samedi s'est tenue la 2e édition du Carnaval de la Santé, un événement qui permet de sensibiliser la population tout en s'amusant par le biais d'ateliers et d'un défilé haut en couleurs. Reportage. Le grand mariage comorien et le Hukumbi font partie de la culture de l'île voisine. Une tradition qui s'est importée à Mayotte mais qui fait aujourd'hui débat tant ces cérémonies sont onéreuses. Entre préservation des coutumes et volonté de mettre fin au gaspillage, le débat est animé. Mardi dernier, près de 3000 personnes avaient défilé dans les rues de Mamoudzou. Ils répondaient ainsi à l'appel à la grève générale lancée par l'intersyndicale. S'il n'avait duré qu'une demi-journée, le mouvement a été reconduit aujourd'hui, jour d'arrivée de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Ce matin, à 8h30, place de la République, près de 1000 personnes se sont réunies avant de barger pour la Petite Terre et l'aéroport. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Retraite, prestations sociales, salaire, chômage. 4 ans après la départementalisation où les devoirs ont précédé les droits, la déception de la population est immense. Ce matin, des centaines de personnes sont venues réclamer l'égalité. De la place de la République jusqu'à l'aéroport, tous ont souhaité accueillir la ministre pour qu'elle entende leurs revendications. Voir plusieurs centaines de collègues traverser, aller à pied jusqu'à l'aéroport, il est évident que ce qu'on attend de la ministre, c'est des réponses claires à nos attentes. Ça fait des mois qu'on discute. Pour l'instant, c'est un monologue, il ne se passe rien en face. Écoutez, les collègues attendent à la sortie de l'aéroport, enfin à l'aéroport, ils attendent la ministre et ils attendent qu'elle nous écoute, qu'on fasse un peu avancer les choses dans ce département. Des réponses, voilà ce qu'attendent tous les syndicats. Georges Paul-Langevin va devoir exprimer la position du gouvernement concernant les revendications des Mahorais. Qu'on ait les mêmes droits en matière de retraite, en matière de salaire, en matière d'indexation, qu'on puisse dire par exemple l'indexation à La Réunion elle est de 53%, pourquoi pas à Mayotte, La vie est autant chère à Mayotte qu'à La Réunion. Donc les problèmes ils sont là et on ne voit pas de solution. Donc aujourd'hui la solution elle doit passer par les organisations syndicales. C'est eux qui sont porteurs du message de développement. Donc aujourd'hui, le rapport de force, il est du côté des salariés. Le gouvernement doit entendre notre cri d'alarme et nous donner enfin une réponse à toutes les questions qu'on a posées. En cas de réponse insuffisante, l'intersyndicale reste très ferme et déterminée. La grève générale sera reconduite. S'il n'y a pas réponse, on l'a annoncé par tract, on demandera les réponses, on sera en grève jusqu'à temps qu'on ait des réponses. Écoutez, ce gouvernement nous dit que c'est le gouvernement du dialogue social. Ça fait 6 mois qu'on joue le jeu des réunions. Sur ces réunions, on n'a toujours pas de réponse, mais maintenant on veut une réponse. Pour le moment, le dialogue social tant réclamé n'est toujours pas établi. La ministre doit donc prendre un premier contact avec l'intersyndicale à sa descente de l'avion prévue entre 17h et 20h. Avant une réunion ô combien importante pour le département, demain dès 7h40. Avec nous, Christophe Pérez, vous êtes le vice-président du MEDEF à Mayotte. On l'a vu, ce mouvement, on en parle depuis un moment. Il avait également été question que le MEDEF rejoigne le mouvement. Est-ce que ça a été le cas? À ma connaissance, non, il n'y a pas d'adhérents du MEDEF qui ont rejoint le mouvement.
Alors aujourd'hui, on parle de ces revendications. Surtout, les salariés sont beaucoup tournés également, les salariés du privé sont tournés vers les entreprises concernant principalement l'application du droit du travail à Mayotte. Quelle est votre réponse aujourd'hui? Elle a été largement médiatisée ces derniers temps. Il semblerait que nous partions dans une logique qui est de confirmer notre volonté d'appliquer l'intégralité du Code du travail sous condition. Bien entendu, l'état actuel des entreprises du tissu économique et social mahorais ne permet pas une application brute et sèche de ce code, mais il faudra de toute manière qu'on s'y fasse, parce que c'est le sens de l'histoire. On ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. Par contre, on peut l'aménager. Et il faut que raison garder. Donc je pense que dans les mois qui viennent, on va se retrouver autour des tables de négociation pour mettre en place cette application. Mais il n'en demeure pas moins que nous ne pourrons le faire si l'État ne nous aide pas dans cette démarche. C'est la raison pour laquelle nous avons et nous avons prôné une exonération totale des charges concernant les entreprises à compter du 1er janvier 2016, et ce pour une durée de 5 ans. Alors, ce n'est pas un caprice que l'on fait, il faut quand même bien prendre conscience de la réalité locale. Si nous avons prôné cette démarche, et si nous sollicitons ce geste de la part du gouvernement actuel, c'est tout simplement parce que nous sortons d'une période extrêmement traumatisante pour l'ensemble de la population, et c'est un cas d'école en ce qui concerne toutes les entreprises. Il faut savoir que 2011 aura été un moment de rupture réelle dans la gestion de nos entreprises. Donc après 44 jours de grève, aujourd'hui, nous en payons encore les conséquences, les séquelles. Les entreprises n'ont plus de trésorerie, pour celles qui existent encore. Il y a de grosses sociétés qui ont fermé. On peut faire allusion à Mega, on peut faire allusion à d'autres entreprises de ce type-là. Donc, à un moment donné, il faut bien prendre conscience d'une chose. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un code du travail applicable d'une manière abrupte et avec des œillères qui vont rester dessus pendant un certain temps, ou bien est-ce qu'on développe le travail? Nous, on préfère effectivement prôner l'embauche et le développement du travail plutôt que d'avoir un code du travail qui n'est pas forcément en adéquation avec la réalité des entreprises aujourd'hui. Alors, une exonération de charges pendant 5 ans, est-ce que vous pensez que l'État est prêt à vous accorder cet effort? J'ai pas encore on n'a pas encore réellement l'étude chiffrée à l'euro près. Mais il y a dans cette démarche quelque chose qui correspond à une certaine sagesse. Parce que l'exonération de charges des entreprises correspond aussi avec une volonté de réinvestissement. Il ne faut quand même pas perdre de vue que les entreprises mahoraises, notamment parce que on parle beaucoup des conflits avec les grosses sociétés représentées à l'international. Mais la grande majorité du tissu économique et social, ce sont des PME locales, des entreprises avec un petit capital de démarrage et qui ensuite ont développé leur activité sur l'île. Donc, si vous voulez, on est dans une configuration où on ne peut pas demander à ces petites entreprises les mêmes efforts qu'à ces gros groupes. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, l'État vienne nous aider, parce qu'on n'y arrivera pas. Et si on n'y arrive pas, on va, dans le meilleur des cas, on va diminuer la voilure, dans le pire des cas, on mettra clé sous la porte. Moi, je vais vous prendre un exemple pour illustrer mon propos. Je suis donc patron de la société Imprima. En septembre 2011, nous étions 48 personnes dans la société. En janvier, c'est-à-dire 3 mois plus tard, nous étions 26. J'ai mis 3 ans pour arriver à rétablir la situation, et aujourd'hui, on a réembauché jusqu'à 35 personnes. Nous sommes passés de 26 à 35, alors que nous étions 48 et on était tombé à 26. Donc, si vous voulez, on a une lisibilité. Nous, quand on dit les choses, généralement, elles sont matériellement vérifiables immédiatement. Donc, si vous voulez, on est dans cette configuration. Vous pouvez voir ce que l'on fait, on ment à personne, on est connu sur la place publique, il y a une réalité économique, il y a une réalité financière, il y a une réalité sociale. Et le respect de ces 3 critères font que si nous, on est OK pour aller un peu plus loin et un peu plus vite, il n'en demeure pas moins que si l'État nous lâche la main, on n'y parviendra pas. Alors, autre fléau qui touche également les entreprises locales, l'insécurité.
Oui, absolument. Alors ça, c'est un problème qui touche pas seulement, malheureusement, que les entreprises, mais il est évident que la difficulté est à plusieurs niveaux. Le premier de ces niveaux, c'est que nos entreprises sont pénalisées par le fléau de la délinquance, beaucoup de vols, des vols qui deviennent de plus en plus violents. Ça a un impact. C'est un impact sur l'économie même des sociétés. Le temps que vous perdez pour toute l'administration et la contingence administrative de ces mouvements, les assurances, le coût que cela représente, les pertes d'exploitation. Lorsque dans une société, on vous vole un ordinateur, c'est pas comme quand on vole un ordinateur en particulier, dedans vous avez un tas de données qui de plus est inexploitable pour le receleur ou pour le voleur et qui pénalise très lourdement l'entreprise. Ensuite, nous sommes dans une configuration où il y a la peur pour nos employés, pour nos biens et nos personnes. Et nous, on le voit au quotidien, on a des gens qui quittent nos sociétés, qui rentrent soit à La Réunion, soit en métropole. Et puis, il y a un autre phénomène qui est alors celui-là encore plus marquant, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à vendre Mayotte. On n'arrive plus ou difficilement à recruter des gens sur l'extérieur. Pour une raison qui est très simple, il suffit qu'ils se connectent à Internet et puis je vous passe les détails de ce qu'ils voient. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est pénalisé à ces trois niveaux. Et puis bon, bien entendu, le reste, c'est que vous vous rendez bien compte qu'il y a pas simplement chez les entrepreneurs, mais aussi chez les particuliers, un grand sentiment d'injustice qui est en train de monter. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas forcément vérifiées ou qui ne sont pas forcément vraies, mais il faut faire très attention parce qu'il y a une exaspération de la population qui est en train de monter, et si la justice n'entend pas cette exaspération, il faudra craindre que nous allons tout droit dans le mur. Merci beaucoup Christophe Perret. Je rappelle que vous êtes le vice-président du MEDEF à Mayotte. Et on continue. La ministre des Outre-mer est arrivée cet après-midi à bord d'un jet privé après une escale réunionnaise. Une visite qui, au regard de son agenda, n'est pas liée à la grève générale. Georges Paul-Langevin sera pourtant bien en entretien avec l'intersyndicale demain mardi dès 7h40. Mais la rencontre sera de courte durée puisque la ministre devrait décoller à 9h pour les Glorieuses. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître leurs attentes face à cette venue. Un sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Rencontre avec les syndicats, visite des Glorieuses, visite au siège de la CIM ou encore visite du nouveau CRA. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, ne va pas chômer pendant ces 2 prochains jours. Mais la population se focalise sur les problématiques du département et souhaite des réponses à la large palette de revendications. Que ce soit sur l'ancienneté de service, l'ancienneté générale de service pour le reclassement des fonctionnaires mahorais, que ce soit sur l'attractivité du territoire, que ce soit sur l'indexation des 53%. Donc un certain nombre de réponses qui n'ont pas été obtenues lors de la clause de revoyure le 29 septembre à Paris. Maintenant, la ministre des Outre-mer vient sur le département de Mayotte et donc nous l'attendons ici pour pouvoir avoir un certain nombre de réponses. Elle nous recevra peut-être ce soir, en tout cas demain matin, et on verra les réponses qu'elle va nous faire. Ce qu'on attend de l'arrivée de Madame la ministre, c'est qu'elle nous reçoive pour qu'on puisse présenter nos revendications sur une fiscalité qui est vraiment exclusive, qui va faire que tous les Mahorais vont se retrouver étrangers chez eux. Et puis en même temps qu'elle donne une orientation sérieuse sur la régularisation foncière qui attend depuis des années. Le programme ministériel irrite la population et les syndicats qui considèrent que le temps accordé aux discussions sociales est bien trop minime. C'est notamment le cas de Faouzia Kordji qui s'insurge contre l'inauguration d'une fontaine à cartes dans un quartier où vivent de nombreux clandestins. Nous avons vu ça, c'est pour cela que nous avons voulu mobiliser aujourd'hui afin que le gouvernement modifie le programme de la ministre, qu'elle recentre le programme de la ministre sur les événements sociaux qui secouent Mayotte actuellement. Moi, je suis choquée de savoir que Madame la ministre vient à Mayotte avec tous les multiples problèmes qu'il y a, fonciers, agressions, viols, tant d'autres, et tout simplement on trouve à l'amener inaugurer une fontaine qui a été mise dans un endroit, zone à risque, non seulement un quartier clandestin, un quartier où il y a les clandestins, ceux qui se sont installés. La femme leader souhaite que Georges Paul-Langevin se concentre sur les vrais problèmes des Mahorais.
En effet, au-delà des revendications syndicales, il y a la question des multiples problèmes auxquels la population doit faire face quotidiennement. Insécurité, foncier, désert médical, délinquance, manque d'infrastructures. Fawzia Akordji souhaite des actions du gouvernement. Mais j'ai fait appel à Madame la ministre, que plusieurs fois je l'ai interpellée. Plusieurs fois, je crois plusieurs fois, à la mairie de Mamoudzou. Je l'ai rencontrée à Bruxelles. J'étais allée même au Dom-Tom pour le foncier. Ça suffit. Le déplacement de Georges Paul Angevin devra donc être à la hauteur des attentes pour éviter au département de s'enfoncer dans une crise sociale sans précédent. Et la ministre des Outre-mer a finalement touché la terre ferme vers 18h. Elle s'est donc exprimée sur sa venue et sur le contexte actuel. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Précisément parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'impatience de la population ici. Donc je recevrai dès demain matin les organisations syndicales et ensemble on fera le bilan de tout ce qu'ils demandent et on verra ce qui est possible. Donc moi demain matin je les vois à 7h30 je crois et ensuite toute la journée mes conseillers recevront les différentes personnes pour faire le point sur les revendications sexuelles. Et puis on verra demain, pas avant de les avoir entendus. À demain. Pierre, on l'a vu, la ministre s'exprimer brièvement au micro de notre journaliste et des attentes qui sont nombreuses et a priori un parti qui sera plutôt court. Oui, alors un parti très court. Alors comme elle l'a rappelé, elle va rencontrer personnellement l'intersyndicale dès 7h40. Ensuite, tout au long de la journée, il y aura ces conseillers qui vont recevoir différents groupes, différents syndicats aussi. Voilà, ça va être tout au long de la journée. Maintenant, que va-t-il on ne sait absolument pas. Elle nous parle. Voilà, il y a des choses. On va discuter de certaines choses. Mais vous voyez, quand on lui pose la question sur est-ce que vous avez amené en gros dans vos valises, voilà, des solutions, des réponses. Pour le moment, il n'y a rien. Est-ce que c'est un mauvais présage ? On le saura demain. Alors les syndicats, eux, on l'a vu, ils sont dans l'attente, ils veulent justement des mesures, ils sont prêts à continuer le mouvement jusqu'à ce qu'ils aient des réponses concrètes. Oui, voilà, des réponses concrètes et on ne sait absolument pas qu'à apporter justement dans ces valises de Georges Paul Angevin. Il y a peu de chances pour que toutes les revendications soient dès demain acceptées par le gouvernement. On pense plutôt qu'elle est là pour un peu rassurer, pour peut-être prolonger, rappeler que il y a un calendrier, qu'on va essayer de l'accélérer dans la mesure du possible, mais il y a peu de chances pour que toutes les revendications. Puis la palette est immense, puisqu'on le voit là dans la palette des revendications. Il y a également aussi tous les problèmes autres que pour les salariés. Il y a aussi les problèmes autres que pour les prestations sociales, autres que pour les retraites, que pour le chômage. Il y a aussi le contexte actuel à Mayotte, l'insécurité, on le rappelait, la vie chère. Il y a énormément de choses aussi qui ne fonctionnent pas, le manque d'infrastructures, les problèmes dans les écoles. Enfin, voilà, c'est tellement large que finalement tout se regroupe et c'est pas possible qu'elle arrive et qu'elle puisse avoir les solutions et des réponses à tous les problèmes. Maintenant, elle est là, elle est présente, elle est sur le territoire, elle est sur le territoire jusqu'à mercredi. Donc nous allons voir ce qui va advenir. Alors, on verra tout cela dans nos prochaines éditions, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Bellucci. Et depuis plusieurs semaines, de nombreux patients du CHM se plaignent. Ils pointent du doigt le privilège dont jouiraient les personnes en situation irrégulière. En effet, selon certains, les médecins auraient l'ordre de faire passer en priorité les personnes en situation irrégulière qui ne cotisent pas à la sécurité sociale. Une situation qu'a vécu un homme ce matin alors qu'il devait être pris en charge pour une tumeur. Il devra au final patienter jusqu'en janvier. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Je sors des urgences de l'hôpital où donc je devais subir une intervention prochainement et qu'on m'a dit que dans l'immédiat on ne pouvait pas me la faire parce que d'abord les autorités ont demandé à ce qu'il y ait pas mal de services des étrangers qui passent en premier. C'est-à-dire que pour environ une quinzaine de personnes que le docteur a accueillies ce matin, nous étions à peu près 5 à être sur le régime de la sécurité sociale. Je suis venu à Mayotte de mes propres grés, mais par contre, moi je cotise à la sécurité sociale et je ne vois pas pourquoi nous devons attendre, alors qu'il y a plein de personnes autres qui ne cotisent pas et qui passent avant nous.
Une formation d'auxiliaire ambulancier a débuté depuis plusieurs semaines ici à Mayotte. 12 candidats sont donc actuellement en formation avec l'AFTRAL en collaboration avec la société mahoraise Atout Formation. Objectif ici, permettre aux candidats l'acquisition de 8 domaines de compétences avec un enseignement clinique et théorique sur 2 semaines consécutives. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ramasser à la cuillère, transporter avec le brancard, la technique doit bien être assimilée en théorie avant de passer à la pratique. Fier d'apprendre de nouvelles techniques de déplacement des patients, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves apprennent. J'ai ressenti plein de choses parce que nous avons fait des exercices qu'on ne s'entendait même pas dans la quotidienne. Donc du coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a un formateur qui nous apprend des choses qu'on ne connaissait pas pour l'avenir de notre métier, qu'on vient apprendre, qu'on apprend déjà là. J'ai vu que ça a une expérience parce que c'est la première fois qu'on me ramassait à la cuillère déjà. Donc du coup, avec les collègues qui ont bien fait leur boulot. Donc du coup... Tu t'es mis à la place du patient? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Oui, je me suis mis à la place du patient avec beaucoup de stupeur et de comment dirais-je, de la souffrance parce que c'est un malade. Depuis 3 jours, ces 12 candidats en formation d'auxiliaires ambulanciers caressent le rêve de pouvoir enfin travailler avec le CHM et transporter les malades. Seulement avant de réaliser leur projet professionnel, il leur faut maîtriser les bases rudimentaires pour le transport des malades. Là, les bases, de prendre en charge un patient, de comprendre quel est le métier d'ambulancier et de se situer dans leur environnement. Voilà, se positionner, être un acteur de la santé et d'aider les patients qui en ont besoin, puisqu'on est une profession exclusivement prescrite par le médecin. La prise en charge de quelqu'un, la manutention, sans faire mal, en fonction de la pathologie. Donc on a des gens qui sont valides mais qui ont un degré d'autonomie altéré, et puis on a des gens qui peuvent être invalides, comme des paraplégiques, comme des hémiplégiques, comme des tétraplégiques, et il faut savoir prendre en charge en fonction de leur pathologie. Chaque jour, le groupe de formation assiste à 7 heures de cours théoriques avec une partie pratique. Le 19 novembre prochain, ils termineront leur formation avec en poche un DEA qui leur permettra de poursuivre leur cursus pendant 5 mois avant de travailler pendant 1 an en contrat pro ou en apprentissage. On va préparer son fauteuil. Et ce samedi a eu lieu la 2e édition du carnaval de la santé organisée par la commune de Mamoudzou avec la MJC de Mtsapéré et l'IREPS. Dans ce cadre, des ateliers créatifs ont été proposés comme la confection de costumes en lien avec différentes thématiques de la santé. L'idée de ce carnaval reste la valorisation du travail mené par les jeunes et leurs animateurs en défilant dans la commune de Mamoudzou. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Vert, rouge, bleu ou jaune, les couleurs du drapeau des fruits et légumes sont représentées par un personnage populaire Mgombani qui s'attelle à faire vivre la thématique de la santé comme jamais. Yoka, le chanteur amateur, n'est pas passé inaperçu dans ce carnaval de la santé, donnant une représentation de danse bien particulière. Je me suis dit, comme j'étais pas beaucoup dans les entraînements et tout, je me suis dit je vais faire un truc qui va ressembler à notre thème et aussi qui va plaire à tout le monde, quoi. Et aussi petite comédie et tout. Les associations ont également tenu des représentations de danse et de théâtre, des moyens de faire passer des messages comme à travers un slam des jeunes mahorais. Chimique n'est pas un ami pour toi. Si tu veux être célèbre, continue toujours et tu verras. Ça sera 1000 vues par jour, célèbre tu seras. Mais tu ne pourras pas en profiter. Tu seras dans le coma. Je le dis pour toi, lui, elle, vous, eux. L'objectif est bien entendu de sensibiliser les jeunes sur la thématique de la santé, des jeunes qui ont choisi de travailler sur la thématique de la nutrition concernant les problèmes d'obésité qui frappent Mayotte. Parmi les autres thèmes traités, les maladies d'infection sexuellement transmissibles comme le VIH, SIDA, la syphilis, hépatite. Les messages écrits sur les pancartes illustrent les idées de ces 250 jeunes qui ont défilé ce samedi. J'ai amené les jeunes, 30 jeunes pour faire cette carnaval, la santé jeune. Et après, on a choisi les thèmes de la nutrition pour apprendre à tous les jeunes et les familles à trouver des tempérances, pour faire les tempérances pour les repas, pour retourner avec les repas traditionnels.
Les animateurs qui accompagnent ces jeunes appliquent une méthode dans le cadre d'une formation depuis le début des ateliers en mars, une action financée par l'ARS, la préfecture et le conseil départemental. L'idée vient d'eux, ils ont choisi les thématiques, donc par l'appui méthodologique de l'IREPS, ils ont été sensibilisés par rapport à ces thématiques-là. Ils ont eu des brochures, des affiches où ils sont informés et puis ils ont travaillé leurs affiches, les banderoles, mais aussi des costumes par rapport à leur thématique. Le défilé a débuté à l'école maternelle de Mgombani prévu à 14h. Le défilé s'est poursuivi jusqu'à l'ancienne place du marché pour assister et participer aux animations prévues par des associations locales comme Association SUA. Le projet des ateliers créatifs et confection de costumes continue et se clôturera par une exposition des œuvres dans leurs structures respectives. C'est une action qui est financée au niveau de l'État, notamment par l'ARS, la préfecture, le conseil départemental et l'accès au niveau national, donc qui est aussi accompagné par la commune sur tout ce qui est accompagnement au niveau des outils, au niveau des locales, au niveau des structures, parce qu'ils nous ont mis à disposition leurs structures jeunesse. Les jeunes ont travaillé dans les structures jeunesse, accompagnés par les animateurs de ces structures-là pour mettre en place cette action. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 9 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, Catherine Coutel, sera à Mayotte dès demain. En mission sur le département jusqu'au 14 novembre, elle sera accompagnée de Monique Orphée, députée de La Réunion, et Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie. Il y a plusieurs mois, le député Ibrahim Aboubacar l'avait sollicité et cette mission d'information tentera d'appréhender l'ensemble des problématiques qui concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes de la société mahoraise. Les inégalités sont encore nombreuses et les acteurs locaux auront l'occasion d'exprimer leur vision et leur analyse de ces sujets. Et Ibrahim Aboubacar de conclure en souhaitant que cette mission contribue à faire connaître à la représentation nationale les réalités locales et à en faciliter leur prise en compte dans les politiques publiques. Des records de précipitations ont été battus la semaine dernière dans le sud de l'île, occasionnant des inondations et de nombreux dégâts. Petite Terre n'a pas été épargnée puisque Pamandzi et Dzaoudi se sont retrouvés sous la boue. Les fortes pluies ont transformé la chaussée en véritable bourbier, perturbant très fortement la circulation. Le temps est maintenant aux gros travaux, notamment avec l'arrivée de la ministre de l'Outre-mer. Le nouveau centre de rétention administrative n'a pas non plus résisté aux trompes d'eau qui ont frappé le territoire. La construction est achevée, mais pas l'aménagement des abords. Des torrents de boue se sont formés, rabotant les talus non stabilisés. Les caniveaux ont rapidement débordé et de nouvelles voies d'accès ont favorisé l'accumulation très rapide de l'eau en direction de la cour de l'établissement. Dimanche, les véhicules ont éprouvé toutes les peines du monde à entrer dans l'enceinte, la grille étant quasiment bloquée par une épaisse couche de terre, et ce jusque dans les locaux. Les dégâts sont minimes, mais ils ont perturbé un nouveau CRA, qui tourne déjà à flux tendu. Après la marche pacifique qui s'est tenue il y a quelques semaines à Mtsamboro, c'est au tour des habitants de Dzumonier d'exprimer leur ras-le-bol. Ils étaient une cinquantaine hier à défiler dans le village avec en tête de cortège le maire de Bandrabois, Souleymana Boura. Les habitants se plaignent de l'arrivée quotidienne de Kwassa venus des îles voisines. Les clandestins affluent dans ce village du nord et s'installent ensuite sur des terres appartenant aux villageois. Les participants à cette marche ont donc décidé d'interpeller l'État et le préfet afin que les autorités réagissent. Ils veulent mettre fin à ce qu'ils considèrent comme une invasion du 101e département français. Selon le maire, dans certaines classes de la commune, sur 25 élèves, seuls 3 ou 4 sont français. Place maintenant aux festivités avec le grand mariage comorien, un événement souvent marqué par la fameuse soirée de clôture communément appelée Ukumbi. Et malgré la joie et la ferveur qui entourent la célébration, le débat s'installe concernant les dépenses qui y sont liées. Si pour les Mahorais celles-ci sont excessives, les Comoriens, eux, sont nombreux à vouloir conserver les traditions. Un grand mariage comorien peut ainsi atteindre les 100 000 €, qu'à cela ne tienne, comme le font entendre Faoula et Amada dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleyman.
Robe de soirée, sac à prêter pour les femmes et costumes, cravate pour les hommes. Les soirées mariage à la comorienne ressemblent aux soirées VIP de célébrités. Et cette nuit à Cavani, la centaine d'invités présentes compte bien partager le bonheur de ce couple célébrant leur Rukumbi après plusieurs années de mariage. Une façon de préserver les traditions. Ce soir, on a fait le dîner et là, on fait le Rukumbi. Donc en espérant que ça dure pour encore des années parce qu'ils avaient déjà fait le Fungia avant. Mais aujourd'hui, ils font le Rukumbi pour que tout le monde sache que voilà, aujourd'hui ils ont tout fait ce qu'il faut, comme à la Grande Comore. Si le dîner est très animé et réunit des invités de toute génération, un grand nombre de jeunes Comoriens ne souhaitent pas célébrer le grand mariage. Le gaspillage est beaucoup remis en cause au sein de la société mahoraise. C'est avec un regard plus généraliste que ce cadre comorien voit la nouvelle génération de familles comoriennes qui auront à célébrer le grand mariage. Les jeunes Comoriens qui critiquent les Andas, ce sont les Comoriens ressortissants dans les pays arabes, surtout l'Arabie Saoudite. Les gens qui sont déjà une connaissance générale sur la société moderne et sur l'islam, puisque le Handa s'agit du gaspillage, selon leur idéologie. La célébration du Rukumbi permet aux couples de rendre public leur mariage et même selon les statuts des mariés à toute une commune ou à l'île entière. Après le dîner, les invités défilent l'un derrière l'autre au rythme de chants traditionnels du grand mariage avec à la main des billets qu'ils vont remettre à la mariée. Les mariés sont présentés aux invités et s'assoient sur leur trône pour enfin débuter la fameuse cérémonie du Rukumbi, un moment très important pour l'ensemble des Comoriens. Tu n'as pas fait le grand mariage. Tu ne peux pas aller et tu ne peux pas s'asseoir à la mosquée dans la première rangée à la mosquée, puisque la première rangée à la mosquée, ce sont les gens qui ont fait le Handa. Et le Handa, si tu n'as pas fait le Handa, tu n'as pas une parole dans la société. Si certains Comoriens souhaitent abolir le grand mariage, le Rukumbi est loin de disparaître. Pour la majorité, cette soirée permet de récolter des fonds provenant de l'ensemble des membres du village et de conforter sa place dans la société. La question de sa préservation n'est donc pas vraiment d'actualité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec la météo présentée par Anne Perrine. Suivra juste après l'invitée du temps de parole, Sarah Moussoun. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie d'Abdil Wahidou Soumaïla qui viendra commenter l'arrivée de la ministre et les attentes de la population. À 7h30, la parole sera donnée à Catherine Montfort, chef d'établissement à Kanikeli, puisque demain, inspecteurs, responsables administratifs et chefs d'établissement seront dans la rue. Et ne ratez pas à 20h votre rendez-vous sportif Casport. Bonne soirée à vous sur KTV.